Un, deux, un, deux. Dans la partie précédente. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, quand même, cette affaire d'accompagnement de projet, habitat participatif, j'aurais pu aller creuser ça un peu plus. Est-ce qu'il y a des remords? Euh, J'étais sur la route toute la sainte journée. Moi, je suis l'archétype du mec qui était sur l'autoroute, quoi. J'en peux plus! Cultivez et revendiquez et battez-vous pour votre droit à l'errance. Mais je peux pas! Laissez-vous le droit de cheminer autour de la route, quoi. J'y vais, mais j'ai peur! Parfois, on reçoit autre chose que ce qu'on attendait. La vie est pleine de surprises. Le droit à l'errance, il est vital et ce monde est en train aussi de nous le tuer. Échange billet! Putain de merde! Bonjour. Vous écoutez Bifurqué, des histoires qui valent le détour. Une série d'entretiens réalisés par les Pandarous, petits médias qui prouvent que d'autres histoires sont possibles. Épisode 4. Anaïs. De l'aéronautique à l'artisanat. bah, il y a non, pas vraiment de remords sur le sujet de l'habitat participatif. Parce que finalement, en 6 mois de formation, euh, j'avais déjà exploré un peu le sujet et j'avais déjà des doutes. Et je commençais à me dire, en fait, c'est peut-être pas ça, c'était peut-être pas ça la bonne idée, c'est peut-être pas là-dedans que je vais m'épanouir. Donc c'était pas, voilà, cette formation sur l'habitat participatif, c'était intéressant, mais c'était pas, je me suis pas sentie spécialement à ma place, je me suis pas dit que c'était ça qu'il fallait que je fasse non plus, quoi. Je pense que si j'avais pas eu Airbus, je serais allée au bout et j'aurais tenté d'exercer le métier, mais voilà, mais je le sentais pas non plus plus que ça, quoi. Et c'est une intuition ou il y a des choses particulières que tu as vues là au cours de ces 6 mois qui t'ont dit, ah, Oui, non, c'est oui, pas pour moi. il y a des choses particulières, mais qui sont liées au secteur. En fait, la difficulté quand on monte un projet d'habitat participatif, c'est le financement, parce que les banques n'aiment pas prêter au projet d'habitat participatif, parce qu'en général, on monte une SCI ou l'équivalent. Enfin, ça veut dire qu'en fait, tout le monde est propriétaire. Par exemple, s'il y a 3 foyers, les 3 foyers sont propriétaires de l'ensemble des logements qui contient les 3 espaces privatifs plus les espaces communs. Et ce qui fait que si jamais ils font un prêt pour les travaux et qu'ils peuvent plus payer le prêt, la banque ne peut pas saisir le bien parce qu'il peut pas saisir l'ensemble. Il saisit des parts dans une société et du coup c'est pas très intéressant pour eux. Enfin, c'est risqué pour les banques. Donc, dans les faits, en fait, il y a 2 grandes catégories de groupes qui arrivent à créer des habitats participatifs. Ceux qui ont énormément d'apports, donc ceux qui sont très riches et qui vont pouvoir, faire un peu ce qu'ils veulent sans l'apport des banques, mais je trouve que ça perd, du coup, un intérêt de mixité sociale. Et ensuite, c'est des projets plutôt d'ordre public qui vont être portés par des bailleurs sociaux. Et dans ces cas-là, les bailleurs sociaux, en fait, ils font eux ce qu'ils ont envie et ils n'écoutent pas forcément les envies des habitants. Donc voilà, il y avait une confrontation, on va dire, du concept d'habitat participatif à la réalité de terrain à ce moment-là, hein. Je pense que depuis 2016, je crois, c'est possible que ça a évolué, mais qui rendait finalement le sujet beaucoup moins attrayant et très contraint sur des questions juridiques, ce qui fait que la marge de manœuvre finalement aurait été très faible. Ok. Bon, tu as pris du coup ton envol sans regret avec Airbus jusqu'en 2022, si j'ai bien compris. Là, en 2022, tu avais un projet qui te trottait dans la tête ou est-ce une nouvelle opportunité qui s'est présentée à toi? Et non, 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 là sur ce coup-ci, je l'ai créé l'opportunité, ouais. Oui, alors bah, Airbus, il y a plein d'aspects positifs, mais moi j'avais quand même toujours cette envie d'avoir un métier un peu plus aligné avec mes valeurs environnementales que ça. Euh, et il y avait l'option d'abord de faire des choses au sein du groupe, parce que Airbus, comme tous les grands groupes, a une politique environnementale, enfin à la fois RSE et puis réduction des impacts sur leur secteur d'activité. Donc j'ai commencé un peu en faisant ça aussi, en essayant de creuser ce qui était possible au sein du groupe, mais finalement ça m'a pas convenu pour plusieurs raisons. Je ne vais pas forcément détailler.
Mais bon, donc il y avait toujours ça qui me trottait dans la tête. Et en 2019, c'est ça, j'ai commencé un projet qui était limité dans le temps sur une durée de 3 ans. Ce qui est assez rare dans l'industrie finalement, parce qu'en général, on commence des projets, on ne sait pas combien de temps ça va durer, et puis les plannings décalent, tout ça. Mais là, c'était un projet un peu particulier, ce qui fait qu'on avait une date de fin prévue à l'avance. Et moi, je me suis dit, OK, cette date de fin là, c'est la fin d'Airbus, ça suffit. Carrément, tu Et, plies l'industrie et aéronautique. il faut, non, voilà, ouais. Je me suis dit, là, j'ai 3 ans pour me préparer pour monter mon projet. Et puis, à l'issue de ces 3 ans, il faut que j'ai quelque chose de mature pour pouvoir partir. Et donc, voilà, ça s'est construit pendant ce temps-là, en sachant que pendant ces années-là, enfin, il y avait eu il y avait eu les années confinement aussi juste avant. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font réfléchir. C'est là où j'ai eu mes enfants aussi pendant mes années Airbus. Donc, beaucoup de choses qui font réfléchir sur voilà, le sens qu'on donne à sa vie, l'importance qu'on va accorder au travail et où est-ce qu'on veut mettre son énergie au final, quoi, et l'exemple qu'on veut donner aussi. Et voilà. Donc tout ça un peu mélangé et aussi beaucoup mélangé avec une envie d'entreprendre. J'en ai pas trop parlé encore là, mais j'ai toujours non, mais ça fait longtemps en tout cas que j'ai envie de tester cette aventure de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai mon père qui a créé son entreprise quand j'avais 10 ans. Alors, c'était il y a un petit moment déjà, mais du coup, je me souviens qu'on avait fait des brainstorming pour choisir le nom de son entreprise, pour choisir son logo. On passait nos soirées à plier ses flyers, à les mettre dans des enveloppes, voilà, coller des timbres et tout ça. Bon, c'est pas. Probablement pour la plupart des gens, ça paraît pas fou, mais moi, ça m'avait fait un peu rêver et je pense que j'avais toujours eu ça. Et donc là, je me suis dit, voilà, on va essayer de faire une pierre de coups, entreprendre dans un secteur d'activité à impact positif principalement sur l'environnement. Et très précis. Et donc, du coup, c'est en 2022, enfin, l'idée germe certainement un petit peu avant, mais c'est en 2022 que tu commences à concrétiser ce projet d'entrepreneuriat qui est Olélé. Oui, c'est ça, tout à fait. Et du coup, bah, peut-être que c'est l'occasion de présenter, on va Parler. en parler un peu plus Oui, longuement de ce qu'est de... Olélé. Il y a peut-être bien un indice dans sûr. le titre. Et oui, alors Olélé, donc c'est une laiterie artisanale. Donc c'est un atelier où on va fabriquer des yaourts ou des fromages. On va chercher du lait à la ferme, on le ramène ici, on transforme et on vend aussi sur place. Et l'idée de cette laiterie artisanale, c'est de questionner et d'apporter des réponses sur nos modes de production et de consommation. On travaille sur les différents plans, enfin, sur les différents facteurs qui, on va dire, qui contribuent à l'impact environnemental de l'alimentation, à savoir l'agriculture en premier. Je vais y revenir après si tu veux, mais l'agriculture en premier, le transport, les emballages et puis l'activité de transformation en elle-même. Bon, voilà, quand je parle comme ça, voilà, c'est l'ingénieur en moi qui est toujours là, mais l'idée, c'était vraiment d'avoir une approche exhaustive du sujet et de pas adresser qu'un petit bout de l'ensemble des enjeux, quoi. Ça, cette structure, double question, tu l'as montée où et pourquoi le fromage, même si tu nous as dit quand même que quand tu étais petite, bah, t'aimais bien ça. J'ai du Saint-Marcelin. Ouais. Je l'ai monté à Bordeaux. Alors, du coup, on en a profité pour déménager en famille là, entre Toulouse et Bordeaux. Parce qu'on voulait changer un peu d'environnement. Et pourquoi le fromage? Un peu là, pour le coup, un peu par hasard. Autant la laiterie, c'est une opportunité que j'ai créée, mais j'étais en réflexion sur du coup les activités qui pouvaient avoir un impact positif sur l'environnement de façon assez cartésienne, à regarder justement les rapports du GIEC, les secteurs émissifs, les endroits où il fallait progresser plus, d'autres endroits où il fallait vraiment où c'était plus des questions de sobriété, d'autres où c'était plus des questions de transition, bref. Donc je regardais beaucoup ce qui était lié au transport et à l'alimentation, parce que c'est les deux secteurs qui sont sur lesquels il y a le plus
de challenge, hein. Et un jour, j'entends une émission de radio sur une laiterie artisanale, du coup. Je pense que ça devait être On va déguster de France Inter. Et c'était la laiterie marseillaise. Je connaissais pas du tout le concept avant ça. Par contre, ça m'a plu tout de suite quand je l'ai entendu parler. Elle disait que voilà, l'idée c'était de travailler des produits en circuit court, de faire le lien entre les éleveurs et les consommateurs, et puis de venir soutenir des éleveurs qui avaient des exploitations durables finalement, quoi. Des petites exploitations avec des pratiques agricoles sobres, peu ou pas de produits chimiques, de la nourriture locale pour les animaux, pas trop d'importation, voilà. Et donc j'ai trouvé ça intéressant et puis j'ai trouvé que c'était pas un modèle qui était très connu. Alors même si finalement et depuis ça se développe quand même ce principe de laiterie artisanale. Il y en a, euh, il y en a dans un petit peu toutes les grandes villes en France. Et notamment il y en avait une à Toulouse. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que je suis allée discuter avec la personne qui tenait la laiterie à Toulouse qui s'appelle Anthony, un peu un bifurqué aussi, un ancien ingénieur du ferroviaire, donc beaucoup de points communs finalement avec mon parcours. Euh, et euh, et j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé que ça portait des enjeux qui étaient importants et que ça apportait des réponses qui étaient les bonnes. Et puis, j'ai trouvé aussi qu'il y avait un espace de créativité dans la fabrication des produits qui était intéressante. En fait, quand on regarde aujourd'hui les fromages ou les produits laitiers qu'on consomme en France, on n'a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'innovation, on a rarement des nouveautés, on repose beaucoup sur les AOP ou les produits phares de l'industrie laitière, mais on n'a pas du tout cet espace créatif comme on peut avoir par exemple quand on va au restaurant ou quand on a voilà, des chefs qui vont nous préparer des recettes inédites. Voilà. Fromage, ça reste finalement des choses très classiques et moi je trouvais ça aussi intéressant de venir explorer un petit peu ça et peut-être proposer un peu d'innovation dans le monde de la laiterie, quoi. Donc on retrouve ton côté créative. Et voilà, Est-ce que tu fais des films pour promouvoir? Bon, c'est une fausse question. c'est ça. Non, pas Euh, encore. non, du coup, ça amène, ce que tu viens de raconter amène plein de questions. La première, c'est pour que ce soit bien clair, parce que c'est vrai que ça s'appelle Olélé, tu parles de laiterie, et moi je me suis orienté sur le fromage, mais en fait, c'est pas que fromage, c'est d'abord une laiterie. Ça veut dire quoi, ouvrir une laiterie? C'est quoi le métier de... Alors, comment on dit d'ailleurs de... Je sais pas. De laitier, Laitier? fromager, ouais, c'est plutôt fromager, mais moi j'évite d'utiliser ce terme parce que c'est beaucoup, ça renvoie beaucoup aux magasins de fromage, donc plutôt aux commerçants qui vont vendre les fromages. Alors que là, on est vraiment sur un métier de l'artisanat, c'est vraiment de la fabrication. Donc, en fait, c'est concrètement, ça veut dire qu'on va à la ferme chercher le lait. Donc, on a toutes ce relationnel avec l'éleveur. Là, à la laiterie, on s'est équipé avec une petite citerne pour pouvoir aller le récupérer. Ensuite, on l'amène ici dans le laboratoire, là, la partie technique, dans lequel on va avoir du matériel professionnel, un tank pour stocker le lait au frais, un pasteurisateur pour le chauffer, des tables de moulage et d'égouttage. Ouais. Et donc, on va transformer le lait qu'on a allé chercher à la ferme et à partir du lait brut, on va produire des yaourts ou des fromages, ou des glaces ou des desserts, des sandwichs. On a toute une gamme qui est vraiment faite à partir de cette matière première qu'on récupère. Alors, petite parenthèse, les gens qui seraient du côté de Bordeaux, ils peuvent se mettre l'eau à la bouche à travers un site ou un compte Insta ou quelque chose comme ça où ils peuvent voir les produits. Oui, le mieux, c'est le compte Instagram de la laiterie. Donc, c'est Olélé, O-H-L-A-I-T, L-A-I-T. C'est là où il y a le plus de publications. Après, il y a aussi un site internet, mais qui est un site qui est pas très dynamique. C'est-à-dire, je vais pas souvent rajouter du contenu dessus. Et ensuite, ils peuvent passer à la laiterie, hein. Du coup, elle est évidemment ouverte au public et on a aussi un espace de vente pour faire découvrir les produits. Et alors, c'est quoi toi ton petit péché mignon, ce que t'aimes bien toi? À suivre.